Bonjour à tous, je suis Skoura, guide conférencier en histoire, et vous êtes sur la chronique Le Temps des Héros. Vous n'ignorez pas que l'univers de Warhammer 40 000 est construit sur des références à la fois historiques et culturelles. Aujourd'hui, je vais vous guider sur les terres de Macragge. Quiconque est un jour entré dans un Games Workshop n'a pu passer à côté de ces guerriers surhumains en armure énergétique d'une couleur bleue éclatante. Car si les Space Marines ont toujours été le fer de lance de notre jeu de figurines préféré, il faut bien avouer qu'au sein même de cette faction, les Ultramarines font office de parangons. Honnis et détestés par certains, adulés par d'autres, il faut bien avouer que les Ultramarines sont partout. De la nouvelle boîte Indomitus à la première page du site internet de Games Workshop, ce modèle perdure ainsi depuis de nombreuses années. Tant et si bien que les Ultramarines ont même été appelés les Poster Boys. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous allons tenter de comprendre ce phénomène, ses inspirations et influences, en tentant de répondre à cette problématique. Pourquoi les Ultramarines sont-ils la faction emblématique de Games Workshop ? Les Ultramarines ont pour symbole le Hul d'Ultramar stylisé, que l'on retrouve sur quasiment l'ensemble des figurines du chapitre. Ce symbole peut être perçu comme le signe oméga inversé. Oméga, en tant que dernière lettre, signifie la fin de toute chose, là où l'alpha est la première lettre de l'alphabet qui signifie le commencement. On retrouve sur certaines armures, telles que celle des centurions Devastator, avec l'épaulière droite représentant le d'Ultramarine, donc l'oméga inversé, et la gauche évoquant clairement l'alpha. Ici, la référence est clairement biblique, à travers notamment le Nouveau Testament et son dernier livre, l'Apocalypse, qui signifie littéralement le dévoilement, lever le voile. C'est la révélation du Christ et littéralement la fin des temps, durant laquelle s'ensuivra un combat entre les forces terrestres et les forces célestes. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. On a à la fois cette symbolique autour de l'alpha et de l'oméga bien sûr, la fin, qui est annoncée par les Ultramarines lorsqu'ils arrivent en conflit. En observant la gamme de figurines dans toute sa diversité, on observe de multiples influences qui sont à la fois religieuses mais aussi liées à l'Antiquité romaine. On a par exemple pendant la campagne Vigilus, l'une des dernières sorties ultramarines qui correspond au maître de chapitre, Marneus Calgar, dont le nom peut des fois être associé à Marneus Auguste Calgar. Nous allons nous intéresser à notamment sa garde rapprochée, que l'on peut associer à ce qu'on appelle la garde prétorienne, qui vient du latin praetum, un prétoire, le quartier général. Donc c'est une garde d'élite. Ces gardes sont équipés d'une longue lame énergétique dont la forme nous fait penser à la spata romaine, et non au gladius, le glaive. Le glaive qui est lui plus petit, avec une pointe plus marquée pour donner des coups d'estoc. Ici la spata est une épée longue tardive, portée notamment par les cavaliers, avec une lame large et une garde étroite. Ces épées étaient utilisées principalement pour trancher. On retrouve aussi les différents ptériges. Alors les ptériges, comme vous allez pouvoir le voir, elles sont présents au niveau de la ceinture, ce sont différentes lanières de cuir. Elles terminent ici le bas de l'armure et dans la forme antique, ces lanières formaient une jupe à franges portée sous la cuirasse qui fournissait aussi une protection. Dans ce cadre-là, le ptérige montre encore une fois le statut unique. Cette garde rapprochée protège le maître de chapitre, donc c'est un signe de haut rang qui nous renvoie, comme je vous l'ai dit, à la garde prétorienne. Concernant la cape, elle est assimilée à ce qu'on appelait le paludamentum, le manteau de couleur pourpre que portaient les généraux romains. Il est aussi l'insigne d'un magistrat romain qui a reçu l'imperium, donc encore une fois une analogie avec l'empereur. C'était un manteau qui tombait au milieu des mollets et même quelquefois allait jusqu'à terre, comme c'est le cas avec notre figurine. Il flottait sur les épaules et était fixé par une fibule, qui est ici bien sûr le symbole des Ultramarines. Le bouclier, quant à lui, peut nous faire penser au célèbre scutum. Le scutum était le bouclier des légionnaires romains. Intéressons-nous au cimier. En regardant le kit de conversion ultramarine produit par Games, nous remarquons que l'un des éléments essentiels des capitaines et lieutenants est la présence du cimier sur le casque. Le cimier est un ornement militaire posé sur le casque qui permettait à l'origine de grandir le chef afin qu'il soit visible sur le champ de bataille.
Dans le cas du capitaine Space Marine, il y a directement une influence issue de l'Antiquité grecque, et notamment les casques dits corinthiens, utilisés par les hoplites. Durant la Grande Croisade, Robert Guilliman et ses ultramarines se lancèrent dans de nombreuses conquêtes. C'est le chapitre qui libéra le plus grand nombre de monde ramené dans le giron de l'empereur. Et grâce à une administration efficace, ces zones devinrent des exemples de gouvernance. Chaque monde rallié devenait ainsi prospère et loyal. Le monde chapitral des ultramarines est une planète rude et montagneuse nommée Macragge, qui se trouve au cœur du royaume d'Ultramar, domaine des ultramarines. Située près de la bordure orientale, cette enclave de système solaire fortifié connaît une prospérité inégalée ailleurs dans l'Imperium. Les populations de nombreux mondes civilisés sont en compétition permanente pour fournir des recrues ultramarines et des statues immortalisent ceux qui ont atteint cette apothéose tant convoitée. On peut ainsi faire un parallèle avec la période de l'Antiquité romaine appelée la Pax Romana, littéralement en latin, la paix romaine. C'est une période qui correspond à l'apogée de l'Empire romain jusqu'au règne de l'empereur Marc Aurèle en 180 après JC. Cette période correspond à la pacification des régions soumises à l'administration romaine et l'absence de guerre civile majeure qui avait embrasé la fin de la République romaine. Sous cette période de paix, les peuples conquis adoptèrent le culte impérial et la civilisation romaine, comme c'est le cas ici avec les mondes qui ont été conquis par les ultramarines. De plus, en tant que légion qui a le moins subi de pertes durant la grande hérésie d'Horus, la moitié des chapitres successeurs actuels qui constituent le Codex Astartes sont issus de ceux des ultramarines, qui selon le Fluff, fait ainsi office de référence en tant que doctrine, tout comme l'héritage romain qui perdura à travers le latin durant tout le Moyen-Âge. Les ultramarines furent la 13e légion. Leur primarque, Robert Guilliman, était le plus rigoureusement organisé de ses frères. Il légua aux ultramarines son sens de la discipline, de l'ordre et de l'attention aux détails qui en fit l'une des légions les plus mortellement efficaces de toutes. La noblesse innée de leur primarque insuffla en outre à ses fils un sens rigide de la loyauté envers l'impérium, qui les protégea des murmures corrupteurs des dieux sombres lorsque l'hérésie d'Horus éclata. Encore une fois, le choix de numéro 13 n'est pas anodin, mais directement lié à l'influence antique. S'il y a bien une légion romaine qui est restée célèbre, c'est bien la 13e. La Legio 13, donc trédécime, dite Gemina, est celle qui fut levée par César en 58 avant Jésus-Christ lors de sa campagne contre les Helvètes. Elle fut ensuite utilisée durant la guerre des Gaules. C'est celle qui participa notamment à la bataille de Gergovie et peut-être à celle d'Alésia. Donc, dans notre imaginaire, la 13e Légion, c'est vraiment la Légion de référence, celle dont nous avons gardé ce nom, et ici qui va être transposé aux ultramarines. Ce qui fait aussi le charme de notre jeu est bien sûr l'aspect héroïsant de son univers à travers des personnages nommés. Si vous jouez à une partie de Warhammer 40 000, c'est avec grand plaisir que vous voulez incarner ces personnages qui marquent l'univers du jeu, tels que Mortarion, comme on l'a dit Robert Guilliman, ou encore Abaddon. Les ultramarines sont en effet le codex qui possède le plus de personnages nommés, dont leurs prouesses ont fait le tour de l'univers. Intéressons-nous à certains de ces personnages pour, encore une fois, faire un petit parallèle historique. Notamment celui qui va nous intéresser en premier, c'est Marneus Calgar, Marneus Augustus, l'actuel maître de chapitre des ultramarines et seigneur de Macragge. Alors ici, vous avez déjà le nom. Augustus, qui fait directement référence au premier empereur de Rome et fils adoptif de César, montrant aussi dans Marneus Calgar, d'une part cette symbolique autour de l'empereur, mais aussi ce continuateur, cette continuité initiée par le primarque Robert Guilliman, tout comme Auguste le fut par le biais de César. Il y a un élément qui m'a particulièrement intéressé au niveau du fluff, c'est le fait que Marneus Calgar a été le premier ultramarine à se voir primarisé, par un biais que l'on appelle franchir le Rubicon primaris. Encore une fois, un clin d'œil et une référence avec Jules César qui, de par sa 13e légion, a franchi le Rubicon pour ensuite marcher
sur Rome. Là ici, nous avons notre maître de chapitre qui, pour devenir primaris et subir donc cette opération extrêmement violente et douloureuse, a décidé de franchir le pas en utilisant le même terme que celui à l'époque antique. Voilà, sachant que le Rubicon est bien sûr un fleuve côtier au nord de l'Italie. Donc il sous-entend une action cruciale sans possibilité d'un retour en arrière. Donc vous voyez bien ici le parallèle entre le personnage maître de chapitre et encore une fois l'empereur romain. Le chapelain Cassius. Vieux de presque 4 siècles, il s'agit du Space Marine le plus âgé de son chapitre. Hortan Cassius servit dans la Death Watch, où il mena une équipe d'extermination, notamment sur Goshar Quintus, où il mit à jour les agissements d'un culte génestiller. Il fut finalement libéré de son service avec les honneurs, et Cassius retourna à son chapitre avec de précieuses connaissances sur les Xenus. Ici, Cassius est un prénom romain, que nous retrouvons notamment associé à plusieurs personnages, dont le plus célèbre est Caius Cassius Longinus, tribun de la plèbe, et connu comme l'un des meurtriers de César. Ici, il n'y a pas forcément de lien direct avec ce titre, si ce n'est encore une fois la référence historique à la fin de la République romaine, où aussi Cassius serait le témoin, le vétéran des guerres tyranniques, et de par le nom Cassius, donc ce nom latin, renverrait encore une fois à son statut de doyen de chapitre. Cato Sicarius. Il est le capitaine de la seconde compagnie des Ultramarines. Il était le fils d'une famille régente de Thalassar et a appris le maniement des armes dès son plus jeune âge. Grâce à ses compétences, il fut sélectionné comme recrue des Ultramarines et ses talents lui permirent de grimper les échelons. De sergent vétéran, il devint champion de compagnie avant d'être promu capitaine de la 5e compagnie, puis ensuite de la seconde. Sa spécialité est de savoir mener des assauts rapides et précis, en jugeant et en s'adaptant à chaque situation de combat. Il sait organiser ses forces et les envoyer pour frapper au bon endroit. Après de nombreuses victoires, son nom est devenu synonyme de victoire éclatante. C'est intéressant ici parce que vous avez une double symbolique. Déjà, Sicarius, qui provient de Sica, qui signifie poignard. Ici, la figurine est représentée portant à la main droite une lame, la lame de tempête de Thalassar, artefact dont la lame ancestrale est réputée ne jamais pouvoir s'émousser. Donc déjà, de par son nom, on associe le personnage à une épée, donc voilà, à une lame, telle que peut l'évoquer le Sica. Mais aussi, vous avez une symbolique autour même du nom Sicarius, dont les dérives ont donné celui notamment de sicaire, ou en espagnol sicarios, signifiant littéralement assassin. Et de par sa technique de combat et son approche stratégique à frapper de manière éclair, encore une fois, le nom renvoie à sa doctrine. Les primarques sont les fils directement créés à partir de l'ADN de l'empereur lui-même, qui avait pour but à l'origine de devenir des êtres supérieurs et être les plus grands chefs militaires impériaux. Dans la mythologie de Warhammer 40 000, les primarques sont l'équivalent de demi-dieux, dont les prouesses excellent le commun des mortels. Et leur âge d'or correspond à une époque révolue avant l'hérésie de Russe. De ce fait, le règne des primarques peut être perçu par un citoyen impérial comme un fait historique teinté de légendes qui correspondent à un autre âge. Ces croyances et ce rapport au temps est proche de celui antique, notamment dans les civilisations gréco-romaines, avec ces croyances selon lesquelles les dieux avaient côtoyé les hommes et les demi-dieux, mais lors d'un temps ancien qui n'était plus celui actuel. Ces croyances formaient le socle du patrimoine et de l'histoire civilisationnelle. Ainsi, les Étrusques, ancêtres du peuple romain, seraient les descendants du héros mythique Énée ayant fui Troie suite à la guerre. Sparte aurait été fondée par Ilos, fils d'Héraclès. Ainsi, chaque chapitre de Space Marine, à la manière des cités grecques, avait pour origine un primarque dont les légendes se sont mélangées au fil du temps. Cependant, les ultramarines font maintenant office un petit peu de chapitre à part, car leur primarque est revenu à la vie pour devenir seigneur commandant de l'Imperium. Longtemps présumé mort ou en stase car blessé mortellement à la gorge par la lame de Fulgrim à la bataille de Techala, Robot de Guilliman fut revenu à la vie grâce à l'armure de Belisarius Cawl
et le dieu Ined, dieu des morts, Eldar. Son retour annonce ainsi une nouvelle ère pour l'Imperium et un espoir de reconquête face à l'expansion du chaos et des anciens primarques renégats devenus de véritables démons. Roboute Guilliman devint ainsi seigneur commandeur de l'Imperium, un titre singulier et unique qui fait de son détenteur le premier haut seigneur de Terra et le commandant en chef de toutes les ressources militaires impériales. Refusant ouvertement de reconnaître l'empereur comme un dieu et rejetant lui-même sa divinisation, bien que régent impérial parlant au nom de l'empereur, Roboute Guilliman fait face à de nombreuses réticences et ne veut pas apparaître comme un tyran comme Horus. Il refuse ainsi de mener d'une main de fer l'Imperium et souhaite que le peuple le suive de son plein gré. Il possède plusieurs attributs, l'épée de l'empereur, la main de domination et l'armure du destin. Dans sa posture et son statut, Roboute Guilliman a tout de l'empereur romain. Au niveau de la figurine et des traits, son visage blond avec les pommettes saillantes nous évoque une statue antique. La couronne de laurier, appelée aussi couronne triomphale, dont la tradition remontait aux conquêtes d'Alexandre le Grand, peut ici faire référence notamment au dieu Apollon. Et là, dans le cadre de notre fluff de Warhammer 40 000, c'est bien sûr l'empereur lui-même. Ici, la couronne de laurier fait de Roboute Guilliman un Dux Bellorum, un chef de guerre qui incarne les victoires de tout son chapitre et de son ancienne légion des Ultramarines. C'est aussi, symboliquement, cette couronne qui lui donne le statut de commandeur de l'Imperium, en reprenant ainsi la couronne de laurier portée par l'empereur, en faisant ainsi de Roboute Guilliman directement son successeur. Enfin, dans les caractères de Roboute Guilliman, est mise en avant son aspect stratège et administrateur, deux qualités essentielles que l'on retrouvait chez les empereurs romains. Le système politique promu s'oppose ainsi à la tyrannie, et bien sur une administration renforcée telle qu'elle était sous le règne de Marc Aurèle. Aussi, de par son statut, de par son trait, de par son identité, Roboute Guilliman a tout de l'empereur éduqué, de l'empereur éclairé, tel qu'elle était Marc Aurèle, et encore une fois, nous faisons ce parallèle avec la Pax Romana. Dernière chose pour conclure, donc sur notre objet des ultramarines, à travers un petit peu ce développement, j'ai essayé de vous montrer en quoi les ultramarines faisaient-ils office de chapitre orthodoxe, de chapitre de référence et emblématique pour mettre en avant cette faction de la part de Games Workshop. Ici, vous avez un parallèle qui est aussi intéressant entre la fin de l'Empire romain, donc qui pourrait correspondre dans notre fluff à l'hérésie d'Horus, et ce renouveau que l'on retrouve avec le retour de Roboute Guilliman et cette tradition qui perdure, que l'on peut retrouver historiquement avec la fin de l'Antiquité et le renouveau civilisationnel avec le début du Moyen-Âge, et cette culture à travers notamment cette langue qui va perdurer notamment dans la liturgie. J'en ai fini avec ce premier épisode sur les ultramarines. Je pourrais vous en dire plus sur les inspirations de l'univers de Warhammer 40 000, comme l'influence viking chez Space Wolf, l'influence biblique autour du chaos, ou encore les monstres mythologiques chez les tyrannides. Et pourquoi pas la commedia dell'arte chez les arlequins. Vous découvrirez ceci dans les prochaines chroniques du Temps des Héros.